bonjour à tous et à toutes. J'ai le grand plaisir d'accueillir Rodolphe Leroy, qui est conservateur des bibliothèques et qui est en charge des collections patrimoniales à l'Université de Bourgogne, pour un entretien consacré à un fonds qui est le fonds Erskine. Moi, je suis Bénédicte Coste, j'enseigne la littérature et la culture victorienne à l'Université de Bourgogne. Et à l'intérieur de ce fonds, je m'intéresse aux ouvrages qui datent de la dite époque victorienne. Mais je vais passer la parole à Rodolphe pour qu'il nous présente un fonds qui est méconnu et qui est pourtant passionnant et très intéressant, qui est le fonds Erskine, du nom de John Erskine. Rodolphe. Bonjour Bénédicte, et merci de ton invitation. Alors effectivement, le fonds John Erskine, c'est une bibliothèque d'environ 3000 volumes. John Erskine est né dans les années 1870-71 précisément, je crois. Il est mort en 1951. Et ce qui est intéressant avec ce fonds, c'est que c'est un peu, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. En réalité, derrière John Erskine, qui paraît être à la fois le créateur, possesseur de ces livres, et puis qui a une histoire commune avec Dijon, je vais y revenir très brièvement, on trouve plusieurs indices concordants qui nous livrent une histoire tout à fait différente. Et c'est avec cette espèce de, en chaussant ses lunettes Sherlock Holmesque, je dirais, qu'on arrive à relever des choses tout à fait remarquables sur le contexte de création d'une bibliothèque, sur sa diffusion, sur la circulation des livres, sur les sociabilités qui sont en jeu, à la fois à l'époque de John Erskine, puisque John Erskine est directeur de l'université américaine qui va s'installer pour 6 mois et pour accueillir une trentaine de milliers de soldats à Beaune. On trouve aussi une bibliothèque là-bas. Ouais. Et le premier arbre qui cache la forêt, c'est que lorsque les Américains repartent chez eux, une bonne partie de ces collections, une partie de cette bibliothèque américaine arrive à l'université. C'est un peu le souvenir qui a été transmis petit à petit, en tout cas qui s'est transmis, et c'est tout à fait erroné. Aucun des livres de l'université américaine n'est arrivé par ce biais à la bibliothèque de l'université de Bourgogne. Les livres ont été donnés à la bibliothèque, à la municipalité de Beaune à l'époque. Donc on a déjà je dirais une distance entre l'histoire et la mémoire. Deuxième chose aussi, John Erskine, c'est un professeur de lettres à l'université de Columbia. C'est pour ça qu'il est nommé par le colonel Pershing directeur de l'université américaine, qui est une université militaire. Mais en réalité, derrière John Erskine, il y a une autre personne. C'est Ellen Worden Erskine, sa veuve. Elle a une vingtaine d'années de moins. Et c'est elle qui, au décès, à la mort de son mari, donc John Erskine, va solliciter ses amis un petit peu partout. Alors il faut savoir que c'est une journaliste haut vol new-yorkaise, donc elle connaît du beau monde un peu partout, elle connaît notamment la femme du président Roosevelt. On a ici d'ailleurs de façon tout à fait remarquable, sur un livre de la bibliothèque Erskine, sa propre signature, ce qu'on appelle un ex-dono, To the Dijon Academy, Ellen Worden Erskine, autographe, c'est-à-dire c'est vraiment son écriture, c'est vraiment sa signature. Et en fait, la bibliothèque John Erskine, c'est pas la bibliothèque John Erskine, c'est la bibliothèque Ellen Worden Erskine, une bibliothèque de femmes aussi, parce qu'on voit l'action d'une femme dans la société américaine, en rapport aussi avec les autorités françaises, le recteur Marcel Bouchard par exemple, et son épouse. Et d'une manière générale, pour les bibliothécaires aussi, c'est l'arrivée d'un idéal, d'un nouveau modèle, je dirais, associant la bibliothèque et la nation. Quelque chose qui s'était affadi en France depuis la Révolution nationale, qui est un élan tout à fait remarquable avec une nationalisation notamment des bibliothèques, mais un idéal qui se perd petit à petit et que les Américains rapportent en force, notamment via cet indice-là qu'on peut voir au moment de la Première Guerre mondiale. En fait, la bibliothèque John Erskine n'est pas la bibliothèque de John Erskine. Ce ne sont pas les livres qu'il a lus, ce ne sont pas les livres qu'il a utilisés pour ses travaux d'universitaire.
mis à part peut-être cet ouvrage que je prends justement parce que c'est le mauvais exemple finalement, c'est oui, un livre de son histoire à lui, de sa bibliothèque. C'est un livre d'un peintre, Bouchard, dont les œuvres se trouvent à Orsay, au musée de la Guerre à Paris, à Noyon également, et puis qui fait une dédicace au docteur Erskine en hommage, en souvenir, etc., de ce qu'on a pu vivre pendant la Première Guerre mondiale. To Our Heroic Allies, voilà, souvenir de la Grande Guerre, avec une suite finalement de reproduction de ces peintures. Donc on voit bien que ceci est lié effectivement à John Erskine, mais en réalité c'est en 1954, lorsque la bibliothèque est créée, ce ne sont pas avec les livres de sa bibliothèque, c'est bien avec les livres sollicités par sa veuve, Helen Worden Erskine. Donc on a en fait ce qu'on appelle, chez les anglo-saxons, chez les Américains en particulier, une memorial library. Voilà, une bibliothèque en souvenir, en honneur, en hommage à John Erskine, dont l'université, par ailleurs, a le buste au sein du bâtiment Chabot-Charny. Mais alors justement, on soulève le voile, derrière John Erskine, on trouve Helen Worden Erskine. Ah oui. Tu évoques aussi une bibliothèque victorienne que moi, je n'ai pas su voir. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je fais partie du public qui a longtemps pensé, effectivement, que le fonds Erskine était la bibliothèque de John Erskine, qu'il avait léguée en partie à Beaune, en partie à l'Université de Bourgogne, jusqu'à ce que j'apprenne, mais par ton entremise, que c'était pas exactement comme ça que les choses s'étaient passées. Et donc, j'ai découvert effectivement je dirais le véritable cours de constitution de la bibliothèque, la figure d'Helen Worden Erskine, journaliste intellectuelle new-yorkaise, qui constitue une bibliothèque. Alors j'insiste sur les journalistes et intellectuels parce qu'en fait, les ouvrages dont je vais parler maintenant, qui appartiennent à ce fonds Erskine, sont des ouvrages qui ont été rédigés, publiés par des intellectuels et des journalistes, mais pas à l'époque d'Helen Worden Erskine. Donc on a vraiment une continuité, je dirais, en termes d'auteurs et d'autrices, et en termes de position dans le champ éditorial, pour le débat intellectuel dans le monde anglo-saxon. Et donc, j'ai fini par aller voir in situ le fameux fonds Erskine, et la première chose qui m'a frappée, c'est qu'à l'intérieur de ce fonds, qui est un fonds effectivement généraliste, j'ai peu trouvé d'ouvrages de sciences, beaucoup d'ouvrages de philosophie, de littérature, d'essais. Les disciplines actuelles ne sont pas pertinentes pour définir ce qu'on y trouve. Mais j'ai trouvé un très grand nombre d'ouvrages publiés au XIXe siècle. Alors, il y en a plusieurs, hein. J'ai presque envie je vais commencer un petit peu par celui-ci que j'aime beaucoup, qui est un ouvrage d'une autrice victorienne, Ouida, Marie-Louise de la Ramée pour ne pas la citer, qui a été très célèbre à la fin du XIXe et qui publie des romans. Donc là, on a vraiment le type d'ouvrage d'ouvrage victorien, avec sa couverture destinée à attirer l'attention, mais pas trop. Sa tranche, effectivement, en relief. Et puis, effectivement, quelques illustrations. Donc là, il y a vraiment tout un aspect du fonds Erskine qui est à la fois passionnant à découvrir et en même temps qui fait énigme. Au sens où donc on trouve nombre d'essais publiés par des intellectuels. Alors je vais juste prendre, je vais en montrer quelques, par exemple celui-ci, qui est Gleanings of Past Years, qui est un ouvrage, mais qui en fait est une série d'articles parus en périodique par rien moins que William Gladstone, qui a longtemps été, et à plusieurs reprises, le Premier ministre de Victoria, un Premier ministre libéral, l'artisan de la loi d'autonomie de l'Irlande, qui a capoté, mais voilà, et qui était également un fervent croyant. Et qui avait une lecture tout à fait particulière de la Bible et qui exprimait donc tout à fait librement, et comme c'était le cas pour nombre d'intellectuels victoriens, ses vues sur la Bible dans différents périodiques, et qui, là aussi modèle de publication typiquement victorien, colligeait ces articles
pour en faire des ouvrages. Et donc, on a effectivement une série d'articles dans ce petit ouvrage qui porte effectivement qui porte bien son titre, hein. Gleanings of Past Years, c'est vraiment la moisson de l'année qui vient de se terminer. Et des ouvrages comme ça, dans le fonds Erskine, il y en a une quantité tout à fait considérable. Ouvrages authentiques, avec effectivement, alors peu d'ex-dono, mais souvent des ex-libris qui nous indiquent un petit peu la provenance et qui posent un petit peu la question de la constitution de ces fonds chez les futurs donateurs d'Ellen Worden Erskine, et qui pose la question tout à la fois de la circulation de l'imprimé entre la Grande-Bretagne et les USA au XIXe siècle, qui est une circulation qui est bien documentée. Je rappelle qu'on se situe juste avant le Copyright Act de 1891, qui va instaurer un petit peu d'ordre dans tout ça, et qui va demander effectivement aux éditeurs américains de reverser des droits d'auteur ou des royalties aux auteurs britanniques qu'ils publient et d'établir des contrats en bonne et due forme. Donc oui, ces ouvrages victoriens, ces ouvrages britanniques se sont trouvés aux USA dans le cadre effectivement d'une circulation, et puis dans le cadre, je dirais, d'une véritable conservation qui nous intéresse également en tant qu'il témoigne de la réception de l'époque victorienne au tout début du XXe siècle, et jusqu'au moment où en fait Ellen Worden Erskine demande à ses amis de lui donner des ouvrages. Les ouvrages de ce fonds, pour moi, constituent la bibliothèque de l'honnête homme victorien. On y trouve effectivement nombre d'intellectuels, de préférence de sexe masculin, et là aussi ça peut poser question, qui ont donc publié des contributions périodiques, les ont ensuite rassemblées en ouvrages selon le mode de publication de l'époque. Donc on trouve principalement ce genre d'ouvrages, de grands auteurs, hein, de grands essayistes, à la fois dans le champ de ce qui est devenu pour nous les sciences sociales, dans le champ de ce qui se constitue à l'époque comme science. Et ces ouvrages témoignent de circuler, mais leur apparition ou leur donation à Ellen Worden Erskine témoigne quant à elle de la réception de l'époque victorienne, je dirais au milieu du XXe siècle, mais cette réception s'articule elle-même sur la constitution de ces fonds, sans doute à l'époque victorienne, au début du XXe siècle. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donner ces fonds ? Est-ce que on donne ces fonds pour illustrer une époque qui est devenue une époque non plus une époque de mémoire, mais une époque vraiment historique, qui appartient au passé, et dont il convient de faire une étude non plus personnelle, mais une étude historique, ou est-ce que c'est simplement, je crois qu'il faut oser dire toutes les hypothèses, émettre toutes les hypothèses, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi des ouvrages dont ceux qui les avaient ont souhaité se débarrasser, pour se débarrasser aussi d'une époque qui certes était devenue historique, mais pesait encore de tout son poids, avait pesé de tout son poids sur la génération des John Erskine, sur la génération qui lui-même est né à l'époque victorienne, sur la génération d'Ellen Worden Erskine. Ce sont des questions. Donc, ce fonds, il est vraiment fabuleux, il est passionnant pour les victorianistes, je pense, parce que ce sont des ouvrages qui non seulement ont fait date, mais simplement appartiennent au champ de l'édition, au champ des publications marquantes durant quelques 70 ans. Et c'est quand même, c'est énorme. Qu'on a la chance d'avoir là, qui sont extrêmement bien conservés, qui ne sont pas annotés, qui ne sont pas déchirés. Merci à la bibliothèque de l'Université de Bourgogne de ce travail, et qui constitue vraiment tout à la fois une question
en soi, mais aussi qui donne l'opportunité à quiconque s'intéresse à l'époque de venir vraiment travailler, non pas sur des ouvrages numérisés avec les problèmes que ça pose et qui ont déjà été exposés, mais sur des ouvrages dans leur, je dirais, dans leur matérialité. Il y a vraiment voilà, une expérience non pas tant visuelle que tactile, voilà, à faire, à tenir ces ouvrages et à voir effectivement ce qui se publiait, ce qui se lisait, ce qui a formé le débat intellectuel de l'époque. Parmi les hypothèses que tu évoques, Bénédicte, l'une m'intéresse en particulier, c'est-à-dire la transmission au bout d'un certain temps des livres qui sont dans la bibliothèque familiale finalement, qui occupent peut-être un peu trop de place, dont on ne veut plus, pourquoi pas effectivement. Alors j'ai un exemple ici qui me semble aller dans ce cas de figure, puisqu'en fait il s'agit d'un livre qui a été un petit peu colorié par une main enfantine. Assez étonnamment, dans le fond de John Erskine, on trouve des livres pour enfants. Alors, on est tout à fait éloigné de John Erskine, on est tout à fait éloigné de manière générale du monde universitaire, on ne trouve pas de livres pour enfants dans le monde universitaire, dans les bibliothèques universitaires, on n'achetait pas ce genre de livre. Donc on a tout à fait effectivement un livre familial qui a été transmis pour une bonne ou moins bonne raison éventuellement, en tout cas pour répondre à la demande d'Hélène Worden Erskine sans forcément de lien avec la personnalité de l'universitaire. Alors c'est Evening with Grandma, un livre pour le coup de saison avec des histoires au coin de la cheminée, un ex-dono sur la figure de Joséphine Daskam Bacon qui occupe une place importante dans la constitution de la bibliothèque Erskine. C'est une dame qui est née et décédée à peu près aux mêmes dates que John Erskine. C'est une pierre blanche, je dirais, sur le chemin du féminisme aussi, notamment par ses écrits, notamment par les éléments féminins, de vie féminine de l'époque qu'elle met en avant dans ses récits. Et puis ici, on voit tout à fait un livre qui a été colorié à un moment par une main enfantine entre l'éléphant et le clown. Et ce sont des ouvrages parfois tout à fait intéressants d'ailleurs. Au-delà même de la vie de l'exemplaire, on a une édition qui, par exemple, utilise une image d'une petite fille et puis qui va intégrer finalement un récit à deux voix sur un chien qui doit faire un petit peu d'exercice au sein de l'ouvrage. Donc ce sont des choses par ailleurs qui peuvent être d'une part très rares dans les collections en France, puisqu'on n'avait aucune raison d'avoir ce type de livre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le patrimoine, il prend aussi cette forme aujourd'hui, avec nos yeux de bibliothécaires. Et puis d'une manière générale, ce sont des ouvrages qui mettent en avant la figure de justement féminine de Joséphine Daskam Bacon. Et cet aspect féministe fait écho finalement au rôle que j'ai évoqué tout à l'heure, joué par Hélène Worden Erskine. Alors, dans les bibliothèques, on voit aussi autre chose à l'œuvre à cette époque en 14-18. J'aimerais simplement évoquer ce point qui est peut-être pas si connu que cela. Mais dans tous les livres qui sont donnés par les Américains aux universités ou aux bibliothèques municipales en 14-18, on trouve un militaire qui porte des livres. C'est l'ALA, American Library Association, qui gère ça. Et les Américains n'imaginent pas arriver avec une arme sans un livre. Ça semble un peu étonnant, mais il y a une très grande importance à l'époque. Et encore aujourd'hui, on le voit avec les 14 Presidential Libraries qui existent. Chaque président des États-Unis crée aussi sa bibliothèque. C'est formalisé. En tout cas, c'est fortement lié avec la création d'une nation commune et d'une culture de l'écrit commune au XIXe siècle. Voilà. Quelque chose qui en France naît avec la Révolution française, mais qui va s'étioler tout simplement. Et en 14-18, les Américains reviennent avec une sorte d'idéal. La nation, c'est aussi la bibliothèque, c'est-à-dire c'est là où on peut s'instruire et réussir à édifier son devoir de citoyen, qui va choisir sa vie. Voilà. Donc on a quelque chose de proactif, comme on dit aujourd'hui, tout à fait différent finalement d'un aspect beaucoup plus descendant, je dirais hiérarchisé dans une vieille nation, dans une vieille société comme est celle de la France à l'époque. Et les femmes jouent un rôle très important. Déjà parce que mécaniquement les hommes sont partis, c'est le cas aussi aux États-Unis, lorsqu'ils décident d'intervenir en 1917 et d'arriver en Europe.
Aussi parce que ce sont des femmes, en l'occurrence Jess Carson de la New York Public Library, qui va professionnaliser les procédures, le métier de bibliothécaire et apporter un modèle différent du modèle d'érudition que nous avions en Europe, pour faire simple, en Europe en particulier dans les pays latins. Et désormais, l'idéal, c'est que chacun puisse avoir accès aux documents, aux livres. C'est de créer des bibliothèques gratuites, très ouvertes, professionnelles, avec ce qu'on appelle l'heure du compte, c'est-à-dire une place est faite pour les enfants, ce qui n'existait pas auparavant dans les bibliothèques. Ça peut sembler étonnant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, l'heure du compte, évidemment, ça sonne français, mais non, c'est américain. Et ce sont finalement, c'est cet idéal-là porté par des cadres féminins, qui à un moment d'ailleurs, professionnellement revendiquent cette place de cadre, véritablement, au sein de la profession américaine, qui va désormais constituer l'horizon et le modèle de toutes les bibliothèques et de la politique française, et pas simplement française, européenne, avec la création de bibliothèques spécialisées, adaptées, de services aussi. Le bibliobus n'existait pas avant. Voilà, donc il y a eu des expérimentations. Ce sont les Américains qui le lancent à grande échelle désormais sur les territoires ruraux, parce qu'ils ont l'intérêt, je dirais, et le souhait de desservir aussi les territoires ruraux. Alors, il peut sembler étonnant que tout ça arrive avec la guerre et donc les soldats américains, mais il faut attendre effectivement cet épisode très important, qui a un écho proche, je l'ai évoqué avec aussi le modèle de bibliothèque à l'université américaine, c'est aussi un modèle professionnel de ce type-là. Et puis, on peut aussi tout simplement, en tant qu'usager, se figurer ce qu'était avant une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on allait dans le catalogue, on demandait au bibliothécaire, il allait chercher le livre. Aujourd'hui, à la bibliothèque universitaire, comme dans une bibliothèque municipale, les livres, ils sont accessibles. Les livres, les DVD, etc. C'est-à-dire qu'on mise sur l'autonomie du citoyen. Et donc on retrouve bien l'idéal tout simplement d'action et de citoyenneté, de personnes autonomes, capables de construire sa propre opinion, chère aux Américains. Voilà. Quelque chose qui s'est peut-être dilué, qu'on ne sent plus, mais qui est bien visible, notamment par le biais finalement d'une analyse du fonds John Erskine. Merci beaucoup, Rodolphe, merci. Alors j'ai juste envie de répondre très brièvement, parce que c'est tout à fait passionnant, de redonner un tout petit peu de contexte victorien à l'histoire de la professionnalisation des bibliothèques, et puis aussi à la conception du citoyen comme autonome et non plus en attente de la manne, non pas céleste mais livresque. Je repense en Grande-Bretagne, au 19e, ça a été le siècle de l'éducation dans les pays occidentaux et de la venue à l'éducation d'un plus grand nombre d'individus. Je ne dis pas de citoyens parce que tout le monde n'était pas considéré comme citoyen, mais je repense au Public Library Act de 1850 qui a créé les fameuses bibliothèques municipales, ces bibliothèques qui étaient ouvertes, gratuites, au public en Grande-Bretagne, à une époque où les bibliothèques étaient privées, ou alors il y avait ce qu'on appelle circulating libraries, qui étaient effectivement privées, qui étaient des bibliothèques de prêt, circulating. Ça ne veut pas dire que ça circule. Enfin, la circulation que ça désigne, c'est entre l'emprunteur et le prêteur. C'est pas il n'y a pas de colportage. Mais la plus célèbre de ces circulating libraries au 19e, c'est celle de Mudie's. Mudie's, j'ai envie de dire, c'est un fondamentaliste chrétien. Donc, il ne va pas proposer au prêt des ouvrages qui dépeindraient des mœurs jugées délétères ou décadentes. Donc c'est des gens comme Mudie's qui va occuper un secteur très important de ce qui se distribue auprès des lecteurs sous forme de prêt, va avoir une importance clé sur ce qui se publie, parce que si on veut être distribué par Mudie's, il faut éviter d'insérer dans ses écrits, dans les romans, c'est le grand... j'ai envie de dire, c'est le genre en pleine ascension au XIXe siècle. Le roman victorien, ça devient une institution en soi. Mais le roman victorien, c'est aussi le roman tel qu'il doit passer entre les fourches caudines de Mudie's, c'est-à-dire sans scène trop sentimentale, sans scène problématique. Et voilà. Mais les bibliothèques publiques
donnent par rapport à Mediz un accès gratuit. Mediz, c'est sur abonnement, bien évidemment, on n'emprunte pas des ouvrages comme ça. Mais avec ces bibliothèques, on a effectivement là aussi une volonté d'éduquer le citoyen, le futur citoyen, la citoyenne aussi, voilà, qui n'a pas encore de... mais on a ça. Et puis, effectivement, dans ce que tu dis sur Ellen Worden Erskine et Bacon, moi, ce que je trouve, c'est que voici deux femmes qui sont... l'une est journaliste intellectuelle, l'autre est autrice. Elles exemplifient aussi des valeurs victoriennes qui sont des valeurs de transmission qui sont traditionnellement assignées aux femmes. Mais elles le font d'une façon qui n'a sans doute pas grand-chose à voir avec ce que les Victoriens entendaient par la transmission des valeurs, des valeurs familiales. Merci beaucoup. Merci à toi.